حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع التابعين نروح على بيتنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Michel Sleiman, reçoit en audience les députés du bloc parlementaire du courant du futur, Bahia Hariri et Hadi Obeish. Une rencontre axée sur les derniers développements dans la région avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Et les familles des pèlerins chiites libanais enlevés depuis mai 2012 en Syrie manifestent devant les locaux de la Turkish Airlines à Beyrouth. Ils appellent l'État libanais et Ankara à déployer les efforts nécessaires pour obtenir la relaxe de leurs proches. Le président français François Hollande propose d'armer les rebelles de l'armée syrienne libre dans un cadre contrôlé. Et à suivre également dans ce journal, à Port-au-Prince, les femmes sont les cibles de la violence urbaine. C'est le dossier de ce journal. Le président de la République, Michel Sleiman, a reçu ce matin en audience les députés du bloc parlementaire du courant du futur, Bahia Hariri et Hadi Obeish. Une rencontre axée sur les derniers développements dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban, ainsi que le processus de formation du nouveau gouvernement. Le chef de l'État s'est également concerté avec l'ancien ministre et actuel président des organismes économiques, Adnan Kassar. Il a notamment été question de la situation économique du Liban, mais aussi des préparatifs en vue de la réunion du groupe international d'appui au Liban qui se tiendra à New York le 25 septembre en marge de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Kassar a estimé nécessaire que tous les acteurs politiques libanais s'unissent pour consolider le fonctionnement de l'État et de ses institutions, et ce afin d'améliorer la confiance du pays, afin d'attirer les investisseurs. La députée Bahia Hariri a présidé ce matin une réunion à son domicile à Majdelioun, au Liban Sud, en présence du chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, et des acteurs politiques locaux. Les participants ont réitéré leur attachement à la stabilité de Saïda à tous les niveaux, soulignant que seul l'État est responsable de préserver la sécurité à Saïda. Les responsables ont par ailleurs examiné l'impact socio-économique de la présence grandissante de réfugiés syriens à Saïda et appelé l'État à prendre ses responsabilités. Les participants ont enfin évoqué la situation générale dans le camp palestinien de Ain el-Helloué, régulièrement confronté à des tensions et des violences entre factions palestiniennes. Les familles des pèlerins chiites libanais enlevés depuis mai 2012 en Syrie ont une nouvelle fois manifesté ce vendredi devant les locaux de la Turkish Airlines à Beyrouth. Ce mouvement intervient au lendemain de la prise par des combattants liés à Al-Qaïda de la ville syrienne de Azaz, près de la frontière turque, où seraient détenus les otages libanais. Les ravisseurs des pèlerins ont assuré cette semaine à leurs proches que les otages étaient en bonne santé. Rien pour calmer les tensions des familles des otages qui ont rencontré ce midi le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, au siège du ministère à Beyrouth. Ils ont une nouvelle fois appelé l'État libanais et Ankara, qui joue un rôle de médiateur dans le dossier, à déployer les efforts nécessaires pour obtenir la relaxe de leurs proches. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban, Ali Awad Assiri, a dénoncé ce vendredi une campagne qui vise à écorner l'image du royaume saoudien. Dans un communiqué, il exprime son étonnement quant à l'insistance de certains médias à accuser Riyad d'ingérence dans les affaires libanaises, notamment dans la formation du nouveau gouvernement. Faux, assure le diplomate, qui a une nouvelle fois souligné qu'il appartient aux Libanais de décider de leur avenir. L'ambassadeur saoudien a par ailleurs réitéré le soutien de son pays à l'ensemble des parties libanaises et dit encourager les Libanais à s'unir pour former un gouvernement qui puisse répondre aux attentes de tous les citoyens. Et puis sachez que le président du Parlement, Nabi Berri, a convoqué les députés à une séance parlementaire lundi prochain à 10h30 afin d'étudier 45 projets de loi à l'ordre du jour. Cette séance avait été reportée à plusieurs reprises en juillet pour défaut de quorum suite au boycott de certains blocs parlementaires qui avaient mis en doute la légalité de ces séances à l'ombre d'un gouvernement démissionnaire. Rebelles et forces gouvernementales syriennes dans l'impasse, un cessez-le-feu envisagé, c'est du moins ce qu'a déclaré le vice-premier ministre syrien à l'économie au journal britannique The Guardian. Dans une interview parue ce matin, Kadri Jamil estime que la seule issue serait une trêve et le lancement de pourparlers politiques pour que les Syriens puissent décider de leur sort par le vote sans intervention extérieure.
Et à présent, aux États-Unis, le chef de la diplomatie appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir dès la semaine prochaine. Il est vital, dit John Kerry, que la communauté internationale réagisse et s'exprime d'une voix la plus forte possible sur l'importance d'une action destinée à débarrasser le monde des armes chimiques syriennes. Depuis 3 jours à New York, les envoyés des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent pour mettre au point le texte du projet de résolution sur l'élimination de ces armes chimiques. La dernière réunion a été vue comme constructive, mais la Russie bloquerait encore sur les éventuelles sanctions en cas de non-respect du programme de désarmement chimique. Et je vous le disais en titre, le président français François Hollande a proposé d'armer les rebelles syriens de l'armée syrienne libre dans un cadre contrôlé. On l'écoute. Est-ce que donc nous voulons livrer des armes? Je constate que les Russes en livrent régulièrement, mais nous le ferons dans un cadre là aussi élargi, avec un ensemble de pays et dans un cadre qui peut être contrôlé, car nous ne pouvons pas accepter que des armes puissent aller vers des djihadistes que nous avons ici combattus. Américains et Iraniens sont en passe d'engager un dialogue sur le nucléaire suite à la réaction raisonnable iranienne dans la crise syrienne. C'est l'analyse d'Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales. Il s'exprimait sur les ondes de nos confrères d'Europe 1. Ah oui, ce serait évidemment un geste symbolique de grande importance, mais le train est déjà lancé. C'est-à-dire que les Iraniens, depuis l'élection de Rouhani, ont envoyé des signaux positifs, les Américains les ont recueillis, et de surcroît, les Américains, le département d'État en particulier, pensent qu'ils ont commis une erreur. Autrefois, avec un autre président progressiste, Khatami, qu'ils ont laissé se faire isoler en lui donnant pas assez de concessions au bon moment. Donc les Américains sont prêts à jouer ce jeu. Les Iraniens ont été beaucoup plus constructifs que les Russes sur cette crise, puisque certains personnages iraniens de première importance ont reconnu qu'il y avait eu des bombardements à l'arme chimique contre la population. C'est pas ce que disent aujourd'hui les représentants russes au Conseil de sécurité. Et là, il se pourrait bien qu'il y ait une espèce de pas de deux, par lequel Iraniens et Américains se parleraient par-dessus la tête des Russes. C'est encore une transformation étonnante de cette crise. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, le Colorado retrouve peu à peu ses disparus. Retour sur le plateau de l'info et en bref dans le reste de l'actualité, 13 blessés dans une fusillade à Chicago. Des coups de feu ont été tirés sur un terrain de basket, mais on ne rapporte pas encore de victimes mortelles. Parmi les blessés, un enfant de 3 ans a été touché à la tête. Il est dans un état très grave. Selon certaines sources, un homme a été interpellé par la police. La fusillade serait liée à une histoire de gang. Chicago est la ville la plus violente des États-Unis. 506 meurtres y ont été enregistrés l'année dernière. Vague d'attentats et d'attaques au Yémen dans la province de Chabwa où les militants d'Al-Qaïda sont très nombreux. Un bilan très lourd puisqu'au moins 56 militaires et policiers auraient été tués. 3 attaques ont eu lieu contre des sites de l'armée et de la police, dont 2 à la voiture piégée. L'une d'elles a explosé dans un camp militaire. Près de 2000 maisons détruites, 16 000 foyers touchés et presque autant de personnes évacuées, au moins 320 km de routes nationales endommagées. Le bilan des inondations de l'État américain du Colorado est terrible et à cela s'ajoute un nombre encore imprécis de personnes disparues et décédées. 10 corps ont pour l'instant été retrouvés depuis dimanche. Le nombre de disparus est passé de plus d'1 millier à 200 environ. Et au Brésil, les ouvriers du chantier du métro à Rio ont dû provisoirement stopper leurs travaux et faire appel à des archéologues. Et ces derniers ont sorti de terre des milliers d'objets anciens. Certains auraient appartenu à la famille impériale qui a régné au 19e siècle, notamment une brosse à dents en ivoire ou encore un pot de dentifrice. Et oui, ces objets ont été emmenés à l'Institut national du patrimoine. Belle découverte, en tout cas. Maintenant, à Port-au-Prince, les femmes sont elles aussi les cibles de la violence urbaine. Les victimes de viols sexuels peuvent recevoir des soins dans l'hôpital de Douillard. Depuis le début de l'année, Médecins sans frontières a pris en charge 128 victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Port-au-Prince. Un tiers d'entre elles avaient moins de 15 ans. Depuis le début de l'année, MSF a pris en charge 128 victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Port-au-Prince. Un tiers d'entre elles avaient moins de 15 ans. Devant la porte du service de santé mentale, une petite fille de 8 ans attend le médecin.
C'est sa maman qui raconte son histoire. Hier, j'ai envoyé ma fille passer la journée chez ma sœur. Quand elle est rentrée le soir, sa robe était tachée de sang. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que c'était un garçon qui l'avait emmenée dans un endroit désert et l'avait agressée. La petite fille reçoit des soins et des médicaments afin d'éviter la contamination par le virus du sida ou de l'hépatite B par exemple. Un certificat médical est aussi établi qui permettra à sa famille de porter plainte. Ensuite, c'est Naomi, la psychologue, qui s'entretient en tête-à-tête avec elle. Je peux dire que pour le présent moment, il n'y a pas vraiment de psychopathologie manifeste. Mais cependant, à la huitaine, normalement ce que je fais pour nos patients, nous avons le TSQ qui est un test que l'on passe, c'est un test de trauma screening qui nous permet à 8 jours de déceler si c'est quelqu'un qui va développer un stress post-traumatique, ce qu'on appelle le PTSD. Et donc à partir de ce test, on prévoit est-ce que c'est quelqu'un qui est susceptible ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui, après le trauma, va vite se relever. La honte qu'éprouve une victime après un viol et le manque d'informations sur les soins entraînent souvent un retard dans la prise en charge. Or, passé les premières 72 heures, l'équipe ne peut plus fournir les médicaments qui empêcheront les maladies sexuellement transmissibles. Pour ces raisons, MSF s'apprête à lancer une campagne d'information auprès des Haïtiens et recruter plus de personnel pour prendre en charge les victimes. Direction la Colombie, Buenaventura, grande ville de la côte pacifique. C'est le premier port maritime du pays. La tuberculose est bien plus présente que dans le reste de la Colombie. L'histoire de Martha est révélatrice du quotidien des personnes atteintes de tuberculose en Colombie. Elle est dépistée en 2008, son mari est lui aussi infecté. Ils reçoivent un premier traitement. Certains médicaments manquaient. La société d'assurance ne nous les donnait pas tous. À ce moment-là, on se sentait bien. Mais en 2010, la fièvre et les frissons sont revenus. Sans un traitement complet, Martha et son mari n'ont pas pu être soignés. Au contraire, la maladie a empiré. C'est une tuberculose résistante cette fois. Afin d'aider au fonctionnement du système de santé et d'assurer la continuité des soins pour les personnes atteintes de tuberculose résistante, MSF travaille depuis 3 ans dans 2 structures de la ville. Les équipes supervisent aussi l'activité de 15 postes médicaux qui prennent en charge la tuberculose sensible. Au total, plus de 300 patients atteints de tuberculose, sensible ou résistante, ont été admis dans le programme en 2012. Actuellement, le système de santé colombien est relativement complexe. À cause de cela, beaucoup de patients sont confrontés à des barrières qui rendent l'accès aux soins difficile, car ils doivent passer par de multiples formalités administratives. Au final, pendant ces démarches, la santé du patient peut s'aggraver. Les personnes atteintes de tuberculose résistante doivent suivre un traitement long et difficile à observer. Pour garantir son succès, l'équipe a mis en place l'observation directe du traitement. Chaque jour, les patients viennent prendre leurs médicaments, parfois plus d'une vingtaine de pilules, ainsi qu'une injection. MSF fournit aussi un soutien psychologique et une aide alimentaire et au transport à ceux qui n'ont plus la force de travailler et vivent souvent avec des moyens limités. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président de la République, Michel Sleiman, reçoit en audience les députés du bloc parlementaire du courant du futur, Bahia Hariri et Hadi Obesh. Une rencontre axée sur les derniers développements dans la région avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Les familles des pèlerins chiites libanais enlevés depuis mai 2012 en Syrie manifestent devant les locaux de la Turkish Airlines à Beyrouth. Ils appellent l'État libanais et Ankara à déployer les efforts nécessaires pour obtenir la relaxe de leurs proches. Le président français François Hollande propose d'armer les rebelles de l'armée syrienne libre dans un cadre contrôlé. Et à Port-au-Prince, les femmes sont les cibles de la violence urbaine. C'était le dossier de ce journal. Et merci à vous qui nous suivez depuis Haïti sur notre site internet www.futurtvnetwork.com ou sur notre application mobile.
Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. من حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع اليابان